Je suis un homme de 33 ans, graphiste travaillant principalement en freelance depuis mon appartement à Paris, et je pensais avoir trouvé la personne avec qui je passerai le restant de mes jours. Nous étions ensemble depuis 2 ans et nous étions fiancés il y a 6 mois, une décision qui, à mes yeux, reposait sur l'amour et le respect mutuel. Elle travaille dans le marketing pour une start-up technologique, une femme ambitieuse et déterminée que j'admirais beaucoup. Nous vivions chez moi, dans cet appartement dont je suis propriétaire depuis 5 ans, rempli de mes affaires, de mes souvenirs, de ma vie d'avant elle. Le samedi matin a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine à préparer un café tout en parcourant mes emails professionnels sur mon téléphone. Elle était censée se préparer pour un brunch avec ses amis, mais je l'ai entendue fouiller dans le placard de mon bureau, là où je garde de vieilles boîtes que je n'ai pas triées depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je cherche cet album photo dont tu m'as parlé », a-t-elle répondu en criant. Celui de l'époque de la fac. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que cela. La veille, elle m'avait posé des questions sur mes années d'études et voulait voir des photos. Je lui avais dit qu'il y avait un vieil album quelque part dans ce placard, enfoui sous des cartons de manuels et des babioles inutiles que je n'avais jamais jetés. 10 minutes plus tard, elle est entrée dans la cuisine avec une boîte à chaussures que je n'avais pas vue depuis au moins 10 ans. J'ai senti mon estomac se nouer dès que je l'ai reconnue. J'ai trouvé quelque chose de bien mieux que des photos, a-t-elle lancé avec un grand sourire. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des lettres manuscrites que j'avais écrites à 19 ans, pendant ma première relation sérieuse. Des lettres que je n'avais jamais envoyées parce que nous avions rompu avant que je puisse les lui donner. Des lettres que j'avais gardées parce que j'étais sentimental, stupide et que j'avais 19 ans. C'est quoi ça, a-t-elle demandé, tout en sortant déjà une pour la déplier. C'est privé, ai-je dit en m'approchant. Tu peux les remettre en place, s'il te plaît? Elle m'a ignoré et a commencé à lire à voix haute. Chaque fois que je te vois, j'oublie comment respirer correctement. C'est normal? Parce que je suis presque sûr d'être en manque d'oxygène dès que tu es là. Elle a ri. Ce n'était pas un rire bienveillant. C'était un rire moqueur qui m'a serré le cœur. Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. C'est vraiment toi qui as écrit ça? Arrête, ai-je dit. Sérieusement, repose-les. Elle en a sorti une autre. Manifestement ravie de son effet. Je sais qu'on est jeune, mais je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un comme je t'aime. Tu es mon autre, mon éternité. Elle a reniflé. Oui, elle a vraiment reniflé de mépris. Ton autre? Mais tu es. Quoi, un personnage de roman harlequin à dessous? C'est une pépite, ce truc. Je sentais mon visage chauffer. J'avais 19 ans. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Regarde cette écriture, a-t-elle dit en soulevant l'une des lettres vers la lumière comme si elle examinait une preuve à charge. C'est illisible. Et tu as fait une faute à eux définitivement. Tu as vraiment eu ton bac. J'écrivais vite. C'est un premier jet. Je ne prévoyais pas de ton sourire me fait croire à la magie, a-t-elle eu, en étouffant à peine ses rires. Purée, tu étais vraiment une âme fleur bleue. Tu le es toujours. D'ailleurs. Ça m'étonne pas que tu sois toujours aussi émotif à propos de tout. Je restais là, ma tasse de café à la main, me sentant comme mis à nu devant des inconnus. Ce n'était pas juste de vieilles lettres. C'était des fragments de ce que j'avais été. Vulnérable, sincère, persuadé que les mots avaient un sens et que les sentiments méritaient d'être exprimés. Elle datait d'une époque où je pensais qu'être honnête sur ses émotions était une force, pas une faiblesse. Tu as fini, ai-je demandé calmement. Attends,
il y en a. D'autres? Elle fouillait dans la boîte comme si elle cherchait un trésor. Je ne suis pas doué avec les mots. Enfin, ça, c'est évident, mais il faut que tu saches que tu m'as changé. Avant toi, je ne pensais pas être capable de ressentir autant de choses. Elle a levé les yeux vers moi, essuyant des larmes. De rire. Mec, c'est pathétique. C'est comme lire le journal intime d'un ado. T'as toujours été aussi dramatique. J'ai posé ma tasse de café avec précaution, sereinement. Oui, j'ai fini maintenant. Il y en a encore une vingtaine ici. Allez, je veux lire la suite. C'est hilarant. Non. Quelque chose dans ma voix l'a forcé à lever les yeux. Son sourire a légèrement vacillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je plaisante, c'est tout. Tu ne sais pas accepter l'humour? Tu te moques de moi. C'est juste drôle. Il faut admettre que c'est un peu exagéré. Tu es mon autre, sérieux. C'est ce que je ressentais à 19 ans pour quelqu'un qui comptait pour moi. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas moi, a-t-elle dit, son sourire s'effaçant davantage. Est-ce que je devrais m'inquiéter que tu gardes encore des lettres d'amour pour une ex? C'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? J'avais oublié leur existence jusqu'à ce que tu les déterres. Et même si je m'en souvenais, ce sont les miennes. Privées. Tu n'avais pas le droit de les lire, et encore moins de t'en moquer. Oh, allez. Ne sois pas si susceptible. Ce n'est pas si grave. Ça l'est pour moi. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe. Si tu ne peux pas rire de ton moi plus jeune, tu vas avoir une vie misérable. Tu prends tout trop à cœur. Elle a remis les lettres dans la boîte, mais l'a laissée sur la table. J'ai rendez-vous avec les filles. On en reparlera quand tu seras calmé. Elle a attrapé son sac et est partie. La porte de l'appartement s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Je suis resté dans la cuisine, à fixer cette boîte à chaussures, sentant quelque chose se briser en moi. Quelque chose de fondamental et d'irréversible. Voyez-vous, le problème, c'est qu'elle ne savait pas. Ces lettres n'étaient pas juste du mélodrame adolescent. Elles dataient d'une période de ma vie où je faisais face à la maladie incurable de mon père. Ma première petite amie avait été là pendant le pire. Et ces lettres étaient ma façon de traiter le deuil, l'amour et la peur, tout en même temps. Les écrire était la seule manière pour moi de donner un sens au fait de voir mon père disparaître un peu plus chaque jour, tout en essayant de rester fort pour ma mère et ma sœur cadette. Je ne les ai jamais envoyés parce que ma petite amie a rompu avec moi 2 semaines avant la mort de mon père. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la lourdeur de la situation, qu'elle devait se concentrer sur sa propre santé mentale. Je ne l'ai pas blâmée à l'époque, et je ne la blâme pas aujourd'hui. Nous étions des gamins confrontés à une douleur d'adultes. Les lettres étaient restées dans cette boîte parce qu'elle ne parlait pas vraiment d'elle. Elle parlait de moi, essayant de trouver un sol stable alors que tout s'effondrait autour de moi. Elle parlait d'un garçon devenant un homme de la pire des manières, essayant de s'accrocher à quelque chose de pur et de bon pendant que la mort envahissait sa maison. Elle était privée, non pas parce que je regrettais une ex, mais parce qu'elle représentait la version la plus brute et la plus vulnérable de moi-même. Et ma fiancée venait de les utiliser comme simple divertissement. Elle avait traité mon deuil adolescent comme s'il s'agissait d'un sketch comique. J'ai pris mon téléphone, j'ai parcouru mes contacts et j'ai trouvé celui qu'il me fallait, sa sœur aînée, celle à qui elle ne parlait presque plus, celle qu'elle n'avait mentionnée qu'à 2 reprises en 2 ans, toujours avec une tension dans la voix, changeant rapidement de sujet. Je n'avais rencontré sa sœur qu'une fois. Brièvement, lors d'une réunion de famille où ma fiancée m'avait emmené à contre-cœur.
Nous avions discuté pendant peut-être 10 minutes pendant que ma fiancée était dans une autre pièce. Elle m'avait semblé gentille, équilibrée. Fatiguée des drames familiaux, mais sans aucune amertume. Avant de partir ce jour-là, elle m'avait donné son numéro en me disant « Si jamais tu as besoin de connaître la vérité sur quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis sérieuse. Je sais comment elle est. » À l'époque, j'avais trouvé ça bizarre, peut-être même inapproprié. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle avait voulu dire. J'ai envoyé un SMS, c'est le fiancé de ta sœur. Il faut qu'on parle. C'est important. La réponse est arrivée 30 secondes plus tard, j'attends ce message depuis 6 mois. Un café demain, 10 heures. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre, un endroit où je n'étais jamais allé. Assez loin de nos habitudes pour ne pas risquer de croiser quelqu'un que nous connaissions. Elle était déjà là, assise au fond, avec 2 cafés qui attendaient sur la table. Noir, c'est ça, a-t-elle dit quand je me suis assis. Je m'en souviens de la fête. Tu es l'un de ces rares gens qui aiment vraiment le goût du café. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a enfin poussé à me contacter? Elle s'est adossée à sa chaise, l'air fatigué mais pas surprise. Laisse-moi deviner. Elle a trouvé quelque chose de personnel et s'en est servi contre toi. Je lui ai parlé des lettres, des moqueries, de ce sentiment que je voyais des signes. Depuis des mois sans vouloir les voir, en les justifiant, en cherchant des excuses. Elle a hoché la tête lentement, comme si je confirmais ce qu'elle savait déjà. La cruauté? Ouais, elle a fait ça avec mes vœux de mariage, a dit sa sœur doucement. Je me suis marié il y a 4 ans. Petite cérémonie. Très intime. J'avais écrit mes propres vœux, j'y avais passé des semaines. Il parlait de la gentillesse de mon mari, de sa patience, de la façon dont il me faisait me sentir en sécurité. Des choses réelles, des choses vraies. Elle a fait une pause en remuant son café. Elle a pris une copie du programme du mariage. 2 jours plus tard, elle les a postés sur les réseaux sociaux avec un commentaire sur le fait que c'était basique et sans inspiration. Elle m'a tagué. Toutes ses amies s'y sont mises pour se moquer. L'une d'elles a dit que je devais les avoir copiés sur Pinterest. Une autre a dit qu'ils étaient si ennuyeux qu'elle s'était endormie en les lisant. J'ai eu la nausée. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne lui ai plus adressé la parole depuis 4 ans. Elle ne s'est jamais excusée. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que j'étais trop sensible, que c'était juste pour rire, et que si je ne savais pas accepter une blague, c'était mon problème. Elle a dit que je faisais tout un plat pour rien, et que je devrais être flatté qu'elle m'accorde assez d'attention pour les lire. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que tu es sur le point d'épouser quelqu'un qui pense que la vulnérabilité est une faiblesse. Quelqu'un qui voit les émotions sincères comme quelque chose à tourner en dérision. Quelqu'un qui prendra les parts les plus privées et sacrées de ton âme pour en faire un divertissement pour ses amis. Et je veux que tu le saches avant de le faire, avant de gâcher des années à essayer de comprendre. Pourquoi tu ne te sens jamais en sécurité avec elle? Y a-t-il autre chose? Elle a hésité, les yeux rivés sur son café. Il y a toujours autre chose avec elle. Mais ce n'est pas mon histoire à raconter. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle a un schéma. Elle trouve des gens qui sont gentils, ouverts, qui ressentent les choses profondément, et ensuite, elle les démantèle lentement. Les fait se sentir stupides d'être attentionnés, d'essayer, d'être humains. À la fin, ils ne se reconnaissent même plus eux-mêmes. Pourquoi? Je me pose la question depuis des années. J'en ai parlé à mon psy. Ce que j'en ai conclu, c'est qu'elle est profondément peu sûre d'elle quant à sa propre incapacité à se connecter aux autres à ce niveau. Alors, elle détruit tous ceux qui en sont
Capable. Elle se sent supérieure en faisant en sorte que les autres se sentent minuscules. C'est plus facile que d'admettre qu'elle est vide à l'intérieur. C'est horrible. Ça l'est, mais c'est exactement ce qu'elle est. Elle a glissé un morceau de papier sur la table. C'est le nom et le numéro 2. Son ex-petit ami. Celui d'avant toi. Elle t'a dit qu'il était fou, non? Contrôlant, instable, peut-être même violent? Oui. Elle a dit qu'il avait des crises de colère et qu'elle avait dû obtenir une ordonnance restrictive. Rien de tout cela n'est vrai. C'est un instituteur en maternelle qui fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, et il pleure devant les films Disney. L'ordonnance restrictive n'a jamais existé. Appelle-le. Demande-lui pourquoi ils ont vraiment rompu. J'ai pris le papier, la main tremblante. Pourquoi tu m'aides? Parce que quelqu'un aurait dû l'aider. Quelqu'un aurait dû m'aider. Et parce que, malgré tout, je ne déteste pas ma sœur. Je ne peux juste plus la regarder détruire des gens sans au moins essayer de les prévenir. Je culpabilise depuis 4 ans de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Quand je t'ai rencontré à cette fête, j'ai vu comment tu la regardais. À quel point tu étais doux, et j'ai su. J'ai su qu'elle finirait par te faire ça. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je n'avais pas de preuves, juste un pressentiment. Et qui croit la sœur instable? Mais là, tu es venu vers moi, et ça signifie que c'est déjà commencé. Alors maintenant, je te le dis, fuis. J'ai appelé son ex. Ce soir-là, après que ma fiancée m'a envoyé un texto disant qu'elle restait chez une amie et qu'elle avait besoin d'espace. Il a été hésitant au début, mais quand j'ai expliqué qui j'étais et ce que je voulais savoir, il s'est confié. Elle a trouvé mon journal intime, a-t-il dit d'une voix calme. Je tenais un journal depuis des années, depuis le lycée. C'était thérapeutique pour moi, tu sais, un endroit pour traiter les choses. Elle l'avait lu sans demander, puis utilisait les choses que j'avais écrites, mes pensées privées, mes peurs, mes insécurités contre moi lors de nos disputes. Elle citait mes propres mots pour me faire me sentir pathétique. Combien de temps êtes-vous restés ensemble? 3 ans. 3 ans à être lentement érodé. Il m'a fallu 2 ans après pour arrêter de sentir que tout ce que je pensais ou ressentais était faux. Je suis en thérapie maintenant, je travaille encore là-dessus. Est-ce qu'elle s'est déjà excusée? Non, elle a dit que je devrais être reconnaissant. Qu'elle se soucie assez de moi pour vouloir mieux me comprendre. Que le fait de lire mon journal montrait à quel point elle était investie. Que si je n'avais rien à cacher, je ne devrais pas m'opposer à ce qu'elle lise mes pensées privées. À la fin, elle m'avait fait croire que c'était de ma faute pour avoir posé des limites. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je suis désolé que ça t'arrive parce que c'est en train d'arriver. Même si tu ne vois pas toute l'image encore, mon conseil, par maintenant. N'attends pas comme moi. Ce soir-là, quand elle est rentrée de chez son amie, j'étais assis dans le salon. Avec la boîte à chaussures sur la table basse. J'avais passé l'après-midi à les relire pour la première fois depuis des années, pleurant à nouveau sur le garçon. Que j'avais été en deuil de son père. Oh, tu es encore en colère pour ça? A-t-elle dit en jetant son sac sur le canapé. Je t'ai dit que ce n'était que des blagues. Tu as vraiment besoin de te détendre. Pourquoi toi et ta sœur ne vous parlez plus? Son visage a changé immédiatement. Le masque de décontraction est tombé. Ça ne te regarde pas. Pourquoi ton ex est-il vraiment parti? Je t'ai dit qu'il était. Je lui ai parlé, ainsi qu'à ta sœur. Elle s'est figée, tel un prédateur venant de repérer un mouvement. Tu as fait quoi? J'avais besoin de contexte pour ces lettres, et pour beaucoup d'autres choses en fait. Pour toutes les fois où tu m'as fait passer pour un fou.
Parce que j'avais des sentiments. Tu n'avais pas le droit de les contacter. Tu n'avais pas le droit de lire mes lettres privées et de t'en moquer. Mais nous. Y voilà. C'est différent. En quoi? Elle s'est assise lentement. Calculatrice. Je voyais qu'elle essayait de comprendre ce qu'il m'avait dit. Quelle marge de manœuvre elle avait pour limiter les dégâts. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La vérité, je pense. Sur la façon dont tu traites les gens. Sur des schémas que j'ignorais depuis des mois parce que je me disais que tu étais juste stressé par ton boulot, ou fatigué, ou que tu passais une mauvaise journée. Ils mentent. Ils sont tous les deux aigris. Et ta sœur a un enregistrement, ai-je dit, de ses vœux de mariage et des captures d'écran de ce que tu as posté à leur sujet. Elle me les a montrés. Son visage a pâli. Elle n'avait pas le droit. Ton ex a gardé une trace des SMS où tu citais ses entrées de journal pendant des disputes. Il m'a montré ça aussi. C'est sorti de son contexte. Arrête. J'ai levé la main. Juste, arrête. Je suis fatigué de ta manipulation psychologique. Je ne te manipule pas. Si, tu le fais. Tu le fais depuis des mois. Chaque fois que j'ai une émotion que tu n'aimes pas, tu me dis que je suis trop sensible. Chaque fois que je pose une limite, tu me dis que je suis déraisonnable. Chaque fois que quelque chose me blesse, tu me dis que c'est ma faute parce que je m'implique trop. Très bien. Sa voix est devenue dure. Tu veux la vérité? Oui, j'ai lu tes lettres. Stupide. Oui, je pensais qu'elles étaient ridicules parce qu'elles l'étaient. Tu étais un ado mélodramatique écrivant de la poésie médiocre à une fille qui ne l'appréciait même pas. C'était pathétique à l'époque, et c'est pathétique que tu les aies gardées. Tu ne décides pas de ce qui était important pour moi. Et tu n'as pas à être si fragile que tu ne supportes pas un peu de taquinerie. Grandis un peu. Ce n'était pas de la taquinerie. C'était de la cruauté. Il y a une différence. Et tu le sais. Elle s'est levée, la mâchoire serrée. Si tu es aussi bouleversé pour quelques vieilles lettres, peut-être que tu n'es pas prêt pour le mariage. Peut-être que tu es trop faible pour une vraie relation. Tu as raison. Je ne suis pas prêt. Pas avec toi. Le silence était assourdissant. Quoi? J'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt et je l'ai posée sur la table basse, à côté de la boîte à chaussures. C'est fini. À cause de quelques lettres. Tu es fou? À cause du fait que tu penses que la vulnérabilité mérite d'être tournée en dérision. À cause du schéma consistant à traiter les sentiments des gens comme des blagues. À cause de la réalisation que tu n'es pas la personne que je croyais. À cause du fait que je ne peux pas te confier les parts les plus sensibles de mon être. Tu surréagis. C'est insensé. Peut-être, mais je préfère surréagir que de passer le reste de ma vie à me demander quand tu utiliseras mes mots, mes sentiments, mes pensées privées contre moi. Je préfère être seul que d'être avec quelqu'un qui me fait me sentir insignifiant. Tu ne peux pas juste. On est fiancés. Mes parents ont déjà envoyé les save the date. On était fiancés. Passé. Composé. Et tu pourras leur expliquer pourquoi le mariage est annulé. Elle a attrapé son téléphone. Tu vas regretter ça. Tu fais une énorme erreur. Probablement pas. Elle a appelé quelqu'un, en haut-parleur, espérant sans doute que cette personne me ferait entendre raison. J'ai réalisé que c'était ça. Mère. Maman, ils rompt avec moi pour rien, pour des vieilles lettres stupides. Dis-lui qu'il est ridicule. La voix de sa mère est sortie, fatiguée et sans surprise. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé quelques vieilles lettres d'amour qu'il a écrites à une ex et j'ai fait quelques blagues dessus, et maintenant il. Tu as lu ces lettres privées, a interrompu ça. Mère.
Elles étaient juste là dans une boîte. As-tu demandé la permission? Non, mais c'était juste. Est-ce qu'il t'a demandé d'arrêter de les lire? Oui, mais elles étaient tellement drôles. Au revoir, ma chérie. Je t'appellerai plus tard. La ligne a été coupée. Ma fiancée fixait son téléphone, sous le choc. Elle m'a raccroché au nez. Ma propre mère m'a raccroché au nez. On dirait bien. C'est de ta faute. Tu l'as monté. Contre moi. Tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai rien eu à faire. Tu l'as fait toi-même. Elle a attrapé ses affaires, les fourrant violemment dans son sac. Je dors chez une amie ce soir. Quand je reviens demain, t'as intérêt à avoir changé d'avis. T'as intérêt à avoir remis cette bague et à avoir des excuses prêtes. Ça n'arrivera pas. On verra bien. Elle est partie, en claquant la porte assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Je suis resté dans l'appartement silencieux, me sentant plus léger que depuis des mois. Comme si je portais un poids dont je n'avais même pas conscience. Le lendemain, sa mère m'a appelé directement. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. J'ai vu ma fille faire ça aux gens pendant des années. J'espérais qu'elle changerait. Avec l'âge, qu'elle mûrirait. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je suis désolé de t'avoir laissé t'engager avec elle sans rien dire. Ce n'est pas ta faute. Elle tient ça de son père. Il était pareil. Il trouvait les failles des gens et les exploitait pour s'amuser. Il faisait se sentir les gens stupides. D'avoir des émotions. J'ai divorcé quand elle avait 12 ans, mais le mal était fait. Elle l'a regardé faire ça pendant des années, puis elle a appris à le faire elle-même. Elle passera demain pour récupérer ses affaires. Je sais. Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Des larmes sincères. Probablement la première émotion réelle que je vois chez elle depuis des années. Je lui ai dit que si elle voulait de la compassion, il faudrait commencer par s'excuser auprès de toi, de sa sœur, de son ex et de tout ce qu'elle a blessé. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle m'a raccroché au nez, encore. Mon ex-fiancée est effectivement venue récupérer ses affaires. Elle a amené 2 amis en renfort, s'attendant sans doute à une dispute. Je suis resté dans mon bureau, porte fermée, pendant qu'elles emballaient ses affaires. Je pouvais l'entendre parler à ses amis, réécrire l'histoire, se peindre en victime. Il est juste trop susceptible, disait-elle. Il ne supporte aucune critique. Il ne peut pas rire de lui-même. J'ai évité une balle. L'une de ses amies a frappé à la porte de mon bureau avant de partir. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit doucement. Quand j'ai ouvert, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle nous a montré les lettres hier soir. Elles étaient mignonnes. Elle était cruelle. On lui a dit. Elle n'écoute jamais. Elles sont parties. L'appartement était à nouveau le mien. J'ai passé la soirée à mettre en boîte tout ce qui me rappelait elle pour le mettre au garde-meuble. J'ai gardé les lettres, cependant. Je les ai remises dans la boîte à chaussures, dans le placard. Cette fois, je savais exactement où elles étaient. 3 mois plus tard, j'ai croisé sa sœur dans une librairie. Nous avons pris un café et elle m'a raconté que mon ex avait essayé de se réconcilier avec elle. Elle avait envoyé un long email sur les malentendus, sur le fait d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière soi. Sa sœur avait répondu par une seule ligne, « Excuse-toi d'abord. » Pour les vœux de mariage. Elle ne l'a jamais fait. 6 mois après la rupture, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners décontractés. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a interrogé sur mon passé. Et je lui ai parlé des lettres. Elle a demandé si elle pouvait en lire une.
J'ai répondu, non, elles sont privées. Elle a souri et a dit, bien. C'est comme ça que ça devrait être. Certaines choses ne t'appartiennent qu'à toi. C'est là que j'ai su que j'avais appris la leçon nécessaire. Je vais mieux. Maintenant. Je suis toujours en train de cicatriser. J'ai entamé une thérapie. Pour comprendre pourquoi j'ai ignoré les signaux d'alarme pendant si longtemps. Mon psy dit que j'ai tendance à trouver des excuses pour les gens qui ne les méritent pas, à voir le potentiel plutôt que la réalité. Nous y travaillons. J'ai aussi ressorti ces vieilles lettres et je les ai vraiment lues. Correctement, pour la première fois en plus d'une décennie. Elles étaient mélodramatiques, brouillonnes et sincères. Elles étaient aussi honnêtes d'une manière que j'avais oublié comment être. Elles ont été écrites par un garçon qui n'avait pas peur de tout ressentir pleinement, même si cela signifiait risquer l'embarras ou la douleur. J'essaie de retrouver cette version de moi-même, celle qui croyait qu'être vulnérable était courageux, que l'expression des émotions était une force, que les mots comptaient et que les sentiments valaient la peine d'être protégés. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la bonne personne ne te fait jamais te sentir stupide d'être attentionné. Elle ne transforme pas ta vulnérabilité en arme et ne fait pas de ton honnêteté un divertissement. Elle ne se moque pas des parts sensibles de toi qu'il t'a fallu du courage pour montrer. Et si quelqu'un fait cela, peu importe à quel point tu l'aimes ou le temps que tu y as investi, cette personne te montre exactement qui elle est. Je les crois désormais, et je suis reconnaissant pour cette boîte à chaussures de lettres car elles m'ont rappelé qui je suis quand je n'essaie pas de me faire petit pour le confort de quelqu'un d'autre.